Voilà, donc bienvenue, hein, les amis. Au fur et à mesure, vous nous rejoindrez au cours de cet échange qui va durer entre 1 heure et demie, 2 heures grand maximum, en fonction de votre participation, bien sûr, en fonction du nombre d'intervenants et puis bien sûr du besoin par rapport peut-être aux éventuelles questions et autres thèmes qui vont émerger, puisqu'aujourd'hui on va faire les choses naturellement. Voilà, donc on se retrouve pour ce thème sur la liberté de penser. Donc, vous voyez que c'est un petit peu cet esprit de liberté qui revient assez régulièrement dans nos échanges, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on abordait le slogan liberté, égalité, fraternité ensemble lors de nos échanges, et puis toujours ce questionnement quant à la faisabilité de cette liberté. Sommes-nous réellement libres? Qu'est-ce que la liberté pour vous? Donc, on a eu des moments d'échange très, très, très intéressants. Et je pense qu'avec cette expression en plus, quant à la notion de pensée, cela va permettre qu'on aille encore plus en profondeur, que l'on creuse davantage cette notion de liberté. Et je ne sais pas si vous le savez, je crois que je vous l'avais dit lors de la toute première room sur Clubhouse. Donc ces échanges aussi s'intègrent dans un concept, un regard nouveau sur la société, où nous abordons des émissions au cœur desquelles sont mis en lumière certains thèmes, des thèmes d'actualité, et autour desquels on se retrouve, des thèmes tels que la liberté de penser. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube que j'ai précisée dans mon profil, pour pouvoir aussi aller voir ces émissions très intéressantes. Voilà, donc comme je le disais, que tu es déjà présent avec nous, Luc. Merci de ta présence. Je pense qu'on ne va pas trop retarder le début, puisque si tu es là, on va commencer tout simplement par t'entendre, peut-être, sur ce thème de la liberté de penser. Et puis nos amis qui nous entendent sur la room, et puis qui auront peut-être des choses à dire, vont tout simplement, comme ils le savent. On voit qu'il y a ces deux concepts en termes de liberté, notamment la notion de pensée. Donc je me questionnais quant à cette notion de est-ce qu'on est libre finalement de penser? C'est quoi la pensée? Qu'est-ce qui détermine, oriente nos pensées au quotidien? Et est-ce qu'on ne peut pas faire un lien entre liberté de penser, puisque on est dans une société où on parle de liberté d'expression, liberté, on parle beaucoup de la liberté d'expression, on parle d'esprit critique, une capacité de remettre en question ce qui nous serait dit. Donc il y a tous ces principes qui sont mis en avant, mais au niveau de la pratique, et de plus en plus on se rend compte que ce n'est pas forcément applicable, où on est plutôt effectivement dans cette expression où on dit que la liberté ne s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc la question est de savoir est-ce qu'on peut réellement parler de liberté alors, et puis de quel autre parle-t-on? Voilà, cet autre. Voilà, donc c'est un petit peu ces questionnements que j'ai eus et que je nous propose, autour desquels je nous propose de nous retrouver aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous partager par rapport à cette expression de la liberté de penser? Voilà. Alors, merci beaucoup, Angeline. Bonjour déjà, et bonjour à tous les participants à ce programme intéressant. Par contre, je vais souligner que il y a, me semble-t-il, une petite difficulté au niveau de la connexion, au niveau technique. Voilà, donc ce qui fait que par moment, je t'entends, par moment, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si c'est le cas aussi avec moi comme j'ai pris la parole. Maintenant, pour revenir sur la question de la liberté,
il faut souligner qu'il y a une différence des concepts et la réalité. Donc, la société, c'est un espace qui est construit, si je peux dire comme ça, à partir d'un ensemble de concepts. C'est une compilation de concepts. Parmi lesquels, par exemple, le concept de liberté, liberté d'expression, concept de beauté, concept de ainsi de suite. Bon, maintenant, il y a une certaine signification que les architectes de ces concepts ont façonné, si je peux dire. Ils ont façonné, ils ont modélisé. Comme pour dire, par exemple, que les architectes s'asseyent et puis ils se disent, imaginons les concepts et allons dire à la population ce que signifient ces concepts. Maintenant, ce qui ne veut pas dire que le sens qu'ils vont donner à ces concepts, que c'est le vrai sens qu'eux-mêmes ont de ces concepts. Et très souvent, ce qui arrive d'ailleurs, c'est que, pour prendre par exemple l'exemple de la liberté, le concept qu'on va donner ou la signification qu'on va donner à la population de ces concepts de liberté va être la négation même de la liberté. Mais comme c'est le seul sens qu'on a donné à la population, c'est inhérent ou lié même à l'imaginaire, on peut dire l'imaginaire populaire ou l'imaginaire collectif, ça fait que les gens se mettront, ils mettront toute leur énergie à défendre ces concepts, la signification du concept. Bon, et encore beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil, c'est que la signification qu'on donne aux gens des concepts n'est pas séparée de non seulement de leur imaginaire, mais c'est pas séparé la manière dont ils se pensent eux. Donc si je peux dire leur identité, s'il y en avait une. Donc ce qui fait que souvent lorsque les gens défendent ces concepts, la signification qu'on leur a donné ce concept, ils défendent l'idée qu'ils ont de, pas vraiment qu'ils défendent quelque chose qui serait réel, mais c'est que c'est lié à l'idée qu'ils ont de lié aux repères à partir desquels ils auront été édifiés, ils auraient été édifiés. Donc, ce qui fait que si le concept et la signification qu'on a donnée au concept est illusoire, on va avoir ici affaire à un peuple, à une population qui représente tout simplement l'illusion, c'est-à-dire le vide, une sorte de vacuité. Donc, les gens vont parler de liberté, mais sans vraiment savoir ce que c'est que la liberté. C'est pour ça que un auteur très très bien connu, un politicien dont je ne citerai pas le nom, et il avait souligné avec raison que la société c'est un ensemble, une compilation d'utopies. Utopie par exemple de la liberté, utopie de la beauté, utopie de la nationalité, utopie, ainsi de suite. Bon, pourtant les gens, parce qu'ils se pensaient en étant que la représentation, on pourrait dire physique, de la dimension morale de ces concepts, ben, ils les défendent mordicus. Maintenant, comme je ne serai pas très long, maintenant pour toucher au terme liberté en lui-même, quelqu'un d'autre disait la liberté, c'est la maîtrise du physique. Donc, plus loin, on ne peut penser à la liberté que lorsque vous êtes la cause première, par exemple, de vos pensées, de vos émotions, la cause première de la signification que vous donnez au terme, aux mots que vous utilisez, la cause première de ce que vous avez comme projet ou de votre vision des choses. Mais par contre, si vous n'êtes pas la cause première, si vous n'êtes que la conséquence, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une cause, entre guillemets, primaire, la cause peut être l'environnement social, donc qui forcément crée qui est à la base des actions, qui envoie des informations, on peut dire, ou envoie des ondes ou des charges électriques, qui se répercutent sur vous sous la forme de ce que vous appelez pensée, ce que vous appelez projet, ce que vous caractérisez comme émotion. Si c'est vraiment de cette manière-là que vous fonctionnez, on peut se poser la question de savoir, lorsque par exemple vous avez un téléphone en main ou bien un ordinateur,
vous venez devant le clavier de l'ordinateur. C'est vous qui êtes la cause première. C'est vous qui savez ce que vous voulez écrire sur l'écran de l'ordinateur. Donc, vous appuyez une lettre ou un chiffre sur le clavier, ça s'affiche sur l'écran. Est-ce que l'ordinateur est-il libre de concevoir ce qui va apparaître? Est-ce qu'il est libre de concevoir ce qui va apparaître dans la mesure où si vous qui êtes supposé être la cause première, si vous ne mettez pas une action, il n'y aura rien sur l'ordinateur. Donc si l'ordinateur, à un moment donné, peut se permettre de penser qu'il est libre de faire ce qu'il veut, ça voudra tout simplement dire qu'on l'a programmé à pouvoir penser comme ça. Donc pour l'instant, voilà ce que je peux dire par rapport à ce sujet, et puis je te remets la parole. Merci beaucoup, Luc. C'est très intéressant. Par rapport à ce que tu disais, il y a des questions qui émergeaient que je vais te poser lorsqu'on va faire un deuxième tour. On va sans plus tarder laisser Laurie prendre la parole pour nous donner son approche par rapport à cette notion de la liberté de penser. Déjà, il y a ce socle de la liberté, il y a ce socle de la pensée et cette expression liberté de penser. Qu'est-ce que tu en penses, Laurie? Bonsoir. Alors je pense que la liberté de penser, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler, quoi. À part si vraiment on fait un lavage de cerveau à la personne. Mais sinon, par exemple, si moi je pense que la glace à la vanille, c'est meilleur que la glace au chocolat. Et il y a des gens qui m'empêchent qui me disent non, c'est pas vrai, ne dis pas ça, la glace à la vanille, ce n'est pas bon. Je peux dire à la personne, bon, ok, il n'y a pas de souci, la glace à la vanille, c'est pas bon. La personne m'empêche d'exprimer ma liberté de penser, mais ça n'empêche pas que moi, dans ma tête, je peux toujours penser que la glace à la vanille, c'est mieux que la glace au chocolat. Donc, je pense que si vraiment, pour empêcher la liberté de penser de quelqu'un, il faut vraiment lui faire un lavage de cerveau. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, quoi. Donc, la liberté de penser, je pense que c'est la chose la plus précieuse qu'une personne peut garder, quoi. Voilà. Je ne sais pas si on m'a bien compris. Oui, j'ai très très bien compris et je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça me permet effectivement de rebondir sur la question qui me venait en écoutant Luc lorsqu'il nous présentait le concept de liberté à cette notion d'utopie. Parce qu'en fait, en général, quand on pense la liberté et qu'on pense la liberté de penser, il y a comme une nuance dans le sens où la liberté, en général, on le voit comme une capacité de se mouvoir, c'est-à-dire dans le mouvement, dans la capacité de pouvoir se déplacer, de se mouvoir. Et c'est dans ce sens, donc, de pouvoir agir au niveau extérieur, d'avoir une action extérieure, externe. Et donc, effectivement, il est assez facile de se dire que cette dimension, entre guillemets, cette perception de liberté, elle peut être enfreinte. Elle peut être limitée. C'est souvent à celle-là qu'on pense qu'elle s'arrête lorsque commence celle de l'autre. Et donc, je disais qu'en fait, ta prise de parole, comme toujours, Laurie, elle est très pertinente parce qu'elle permet de faire ce lien entre la notion de pensée et la notion identitaire. Parce que quelqu'un, comme tu dis, la plupart des gens se disent qu'on peut m'empêcher, par exemple, au niveau extérieur, d'aller d'un point à un autre. On peut mettre en place des lois pour pouvoir limiter l'action de ce que je représente, mais ce que je pense, puisque souvent la notion de la pensée, c'est pour ça que j'aimerais bien vous entendre sur pour vous qu'est-ce que la pensée et qu'est-ce que la nature de la pensée. Cette notion de pensée, elle semble être
interne, c'est-à-dire dans l'imaginaire, quelqu'un se dit que sa pensée c'est lui, ça lui appartient, ça lui est propre. Et donc on ne peut pas lui ôter. Voilà. Et donc la notion de liberté de penser ramène à cette comme tu disais, cette liberté finalement d'être. Donc on pourrait m'empêcher au niveau extérieur de me mouvoir, on pourrait limiter mes actions à niveau extérieur, mais on ne peut pas m'empêcher d'être. Donc je vois ce lien avec la notion de la notion identitaire derrière la pensée. Et donc ça me permet donc de poser cette question à Luc, que j'avais envie de lui poser quand je l'entendais. Est-ce que lui, il a dans sa conception cette distinction qui est souvent faite dans l'imaginaire entre liberté en soi, donc sous-entendu de mouvement, d'action au niveau extérieur, et cette particularité qu'aurait la liberté de penser. Et avec cette deuxième question, est-ce que donc la pensée en lien avec cette notion d'être, est-ce que ça nous est propre et donc à ce moment-là qu'on ne puisse pas effectivement nous l'ôter? Voici mes questions. D'accord. Ce que je donnerais en termes de réponse, d'éléments de réponse, bien sûr, je pense que d'autres intervenants qui sont sur le plateau ont certainement certains éléments de réponse à apporter à la question que tu poses, Angeline. D'abord, il y a un lien très très étroit et très profond entre la pensée et être. Penser et être. Donc, bien sûr, il y a une racine identitaire très très profonde. Bon, et puis le mouvement est précédé, tel qu'on peut l'observer, le mouvement est précédé par la pensée. Parce que la pensée étant la force, étant considérée comme la dimension esprit, dimension morale, ainsi de suite, et que l'on observe à travers ce que on va appeler le mouvement. Donc, au préalable, il y a une dimension subtile, la pensée, et puis après, on va l'observer dans le mouvement, sous la forme du mouvement. Voilà. Maintenant, est-ce que le sujet en mouvement ou l'individu en mouvement, c'est pour ça que je parlais dans ma première intervention de la cause première. Est-ce qu'il est la cause première, c'est-à-dire cette cause première qui déclenche son mouvement? Vous voyez, qui déclenche le mouvement. Est-ce qu'il est la cause première? Donc ça nécessite qu'on aille au-delà de la forme physique de l'individu qu'on observe. Parce que nous savons tous que ce qu'on appelle l'espace social, elle nous amène, elle a sa réalité dans la dimension morale. Et puis, cette dimension morale, on peut l'observer à travers différentes formes représentatives de la dimension morale qui elle est la réalité. Elle est un peu comme la centrale d'émission d'ondes, d'émission d'énergie, d'émission d'information. Donc, c'est cette centrale qui provoque le mouvement que l'on observe. Donc, en d'autres termes, c'est cette centrale considérée par certains comme invisible, vous voyez, qui réellement, comme c'est elle qui détermine le mouvement, qui provoque le mouvement, c'est donc cette centrale de distribution comment dirais-je, cette centrale qui distribue les charges, qui distribue les ondes, c'est elle que l'on observe à travers différents mouvements qu'on observe au quotidien. Bon, si vous observez à peu près comment la société est très très bien organisée, il y a une hiérarchie, généralement, il y a une hiérarchie sociale. Bon, et cette hiérarchie sociale perceptible, généralement, elle représente la personne morale qui est la société. Et la hiérarchie reçoit des instructions venant de la personne morale et elle fait circuler ces instructions dans les populations, ce qu'on peut appeler ici comme les veines. C'est comme le corps humain est organisé. Voilà. Et quelqu'un qui ne comprend pas ce mécanisme peut croire que ce sont les veines ou les veines ou les vaisseaux qui se mettent eux-mêmes en mouvement. Et pourtant, il y a un mouvement plus subtil, il y a une main plus invisible en réalité qui coordonne tout le mouvement que l'on observe. Bon, maintenant, pour que les éléments en mouvement, en réalité, puissent jouer leur rôle à fond, sans sous-entendu, il faut arriver à les programmer, à leur convaincre
ils sont la cause première de leur mouvement, qu'ils ont une liberté de penser, ils ont une liberté d'action, et pourtant c'est beaucoup plus subtil que ça. Merci. Alors merci Luc, je vais essayer de clarifier peut-être ce que j'ai pu comprendre de ta deuxième prise de parole. Peut-être aussi que ça peut permettre à ceux qui nous écoutent aussi de peut-être cibler davantage les choses. En général, il y a deux écoles au niveau scientifique, dans les neurosciences, qui un petit peu s'expriment. Donc, beaucoup de personnes, et elle est liée à la notion aussi du cerveau, la notion de conscience et sa fonction. Et donc, il y a on va dire cette école qui dit que le cerveau, c'est le siège de la conscience, donc c'est le siège de la pensée. Et que donc, les pensées seraient donc émises dans ce cerveau, dans la conscience qui est donc interne à chaque individu. Donc, cela ferait que dans cette façon de penser, en fait, avec cette approche, la pensée serait, on va dire, individualisable. Donc, chacun pourrait représenter un siège de sa propre pensée. Le siège de sa propre pensée. Et donc, c'est pour ça que souvent on dit qu'il y a une pensée qui monte en moi. Une pensée qui monte en moi. Donc, c'est moi qui pense comme ça. Voilà. Et donc, il y a cette école, et puis il y a une autre école qui, on entend de plus en plus, qui remet en cause ces théories de base, et qui, elle dit, mais non, le cerveau n'est pas le siège de la conscience, n'est pas donc le siège de la pensée, il n'est que réceptacle de la conscience, donc de la pensée, et donc ce que l'on va voir émerger, ce qui va ensuite être vu comme activité cérébrale et tout le reste qui va mettre effectivement ensuite en mouvement donc le véhicule humain que l'on peut voir vient de plus loin, vient d'une dimension plus grande. Voilà, donc si je comprends bien ce que tu nous apportes, ton approche elle est plutôt plus proche de la deuxième approche, de la deuxième école. Voilà. Et donc, tu as utilisé un terme central. Est-ce que peut-être tu peux clarifier davantage ce terme de central? Toi, tu dis qu'il y aura une centrale qui elle, enverrait, qui finalement créerait les ondes et les pensées qui ensuite seraient finalement matérialisées, reçues par les humains et donc ensuite qui les mettrait en mouvement. Certains, donc dans ces sciences-là, on parle plutôt on parle d'une conscience, on parle d'une dimension plus transcendante. Qu'est-ce que toi tu mets dans le mot notamment central que tu as pu utiliser? Alors, effectivement, le sens de mon intervention va dans l'orientation de mon intervention va dans le sens de la deuxième école, entre guillemets, le deuxième exemple que tu venais de décrire. Donc, pour donner une clarification à ce terme central, je vais utiliser deux exemples qui relèvent du quotidien. Imaginons, vous êtes dans un quartier ou bien dans une commune où vous recevez de l'électricité, de l'énergie électrique chez vous. C'est cette énergie électrique qui fait fonctionner tous les appareils que vous avez à la maison. Et vous la recevez, l'énergie, votre voisin la reçoit, presque toute la commune ou tout le quartier reçoit cette énergie. Sauf que cette énergie ne vient pas de votre compteur. Votre compteur n'est qu'un capteur. Il capte les signaux. Il capte les signaux électriques et électromagnétiques. Quelque part, au niveau de la commune, il existe certainement ce qu'on appelle un transformateur. Et il transforme quoi, justement? Et le transformateur lui-même n'est pas la centrale, la cause première de l'énergie que nous recevons dans les maisons. Il y a quelque part, au-delà du transformateur, il y a quelque part une centrale électrique. N'est-ce pas? Et même la centrale électrique n'est pas la cause première. Peut-être quelque part, il y a un barrage électrique. Donc, c'est de là-bas que partent les signaux. Et ces signaux sont interceptés et dirigés et envoyés.
Voilà. Mais si vous ne comprenez pas ce fonctionnement subtil, vous allez croire que l'énergie électrique, les informations que vous avez à l'intérieur de la maison qui font fonctionner vos appareils, viennent soit du compteur électrique ou alors viennent du transformateur qui est à côté. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, les téléphones que nous utilisons. Donc, le téléphone, quand vous le voyez, on peut le prendre comme on peut le comparer à ce qu'on appelle le cerveau. Le cerveau n'est pas le siège de la pensée. Le cerveau, c'est un capteur, c'est un récepteur en réalité, un émetteur-récepteur. Donc, ces téléphones, les appels que nous recevons, les signaux que nous recevons dans les téléphones ne viennent pas des téléphones, sont envoyés par une antenne relais quelque part, et l'antenne relais elle-même n'est pas la centrale des ondes. Les ondes viennent de plus loin ailleurs, ce sont des informations. Donc, c'est sur la base de cette compréhension aussi du fonctionnement des logiciels que même les êtres humains sont structurés. Laurie parlait de programmer. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, tu rebondis sur un propos de Laurie. Je vais te poser une question aussi par rapport à sa prise de parole et après, je vais lui laisser encore réagir. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Donc là, elle éclaire ton approche. On n'est pas le siège de nos pensées. Nous ne sommes pas les sièges de nos pensées. On n'a pas de pensée propre, selon toi. Ce qu'une personne pense à un instant T, lui est transmis, lui est limite presque imposé. Donc, par rapport à cette approche, ça rend très pertinent cette question quant à cette fameuse liberté de penser, puisque si on n'est pas le siège de notre pensée, si ce qu'on appelle nos pensées peuvent nous être même imposées, donc on ne serait pas libre de penser. Donc voici un petit peu ce que je peux dessiner comme compréhension à travers ta prise de parole. Maintenant, à cette conviction, en tout cas que tu sembles avoir, je vais reposer cette question par rapport à l'image que l'exemple que Laurie nous a donné. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se retrouver alors dans une situation où on est face à quelqu'un, on va dire, mais c'est comme si cette personne, elle est, entre guillemets, butée. Voilà, butée. C'est-à-dire que, imaginons, on veut lui transmettre une information, peut-être lui injecter une pensée, une façon de voir, une information, une opinion, mais que c'est comme si il disait que pour vraiment réussir, en tout cas son approche, que pour vraiment réussir à faire à cette personne qui aurait une pensée propre, voir autrement, influencer sa pensée, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Donc, par rapport ayant compris ton approche, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cet exemple que Laurie donne? Est-ce que toi aussi tu penses comme ça? Ou est-ce que tu as encore une autre façon de voir? Oui, ce que je dirais très brièvement, avant de faire aussi un point très bref sur ce que moi je concevrais un peu comme la liberté au sens réel du terme. Bon, par rapport à ce que disait Laurie, effectivement, lorsque en fait, il y a une question de fréquence dans la manière de fonctionner. Il y a une question de fréquence. C'est d'ailleurs pour cette raison que, par exemple, vous êtes devant un poste téléviseur ou devant une radio, ou alors on vous remet un bouquin à lire, ou je ne sais plus, un journal. Il n'est pas toujours certain que ce que vous allez, les vibrations ou les ondes que vous allez entendre d'un poste téléviseur qui sont émises, des informations qui sont données par un présentateur ou ainsi de suite, que vous allez saisir leur sens. Il faut que vous soyez dans la fréquence réelle de celui qui émet, qui transmet ces informations. Donc, si vous n'êtes pas dans la fréquence de cette personne, non seulement vous ne saisirez pas le contenu de ce qu'il transmet comme information, c'est-à-dire le sens exact, mais aussi vous serez réfractaire, vous serez fermé. Ça veut dire que vous êtes en dehors de la fréquence de la personne. Et ça, on peut le reproduire, ça peut être, on peut, on peut l'étendre sur beaucoup de choses. Vous êtes en conversation avec quelqu'un parce que vous n'êtes pas en phase avec la personne, vous n'êtes pas de la même fréquence, vous n'êtes pas en résonance. Donc, forcément, ce qu'il dit ne relève pas de votre,
de votre compréhension ou ainsi de suite. Donc vous allez vous offusquer, comme tu le soulignes selon le terme que tu utilises, Angélique. Donc c'est pour ça que je disais au départ de mon intervention que les termes comme liberté, ce sont des concepts sociaux que les architectes, c'est-à-dire ceux qui construisent l'espace social, ont mis sur pied et ils ont déterminé le sens. Donc, et puis, ce sont ces concepts-là qui sont aussi utilisés comme les matériaux, les fondamentaux pour éduquer les gens, pour construire les gens. Donc, quand vous allez au-delà d'un visage, par exemple, humain, vous rentrez dans un espace qui ne représente qu'un ensemble de concepts et puis de significations, mais qui sont vraiment, qui sont restreints. Donc, des concepts et significations qui sont restreintes. Donc, ce concept, si vous allez au-delà du sens qu'on a donné à quelqu'un, le sens restreint, il ne vous suivra pas dedans.